qui est un concept qui a été développé par la personne qui est la plus à droite, enfin la plus à gauche, pardon, pour vous, de l'image, qui est Sigmund Freud. Et Sigmund Freud a posé ce concept au début du XXe siècle pour nous indiquer que la science avait porté 3 blessures à la représentation que l'humanité avait d'elle-même. La première de ces blessures, c'est la blessure qu'on va appeler cosmologique, qui apparaît avec Nicolas Copernic au XVIe siècle. Et Nicolas Copernic, comme vous le savez sans doute, pose une théorie qui dit que non, la Terre n'est pas un point immobile central dans l'univers, mais appartient à un système qui est héliocentré et donc est une planète qui est en orbite sur son axe et autour d'une étoile qui est le Soleil. Et donc, de ce fait, l'humanité n'est plus le point central de l'univers. La deuxième blessure, c'est la blessure darwinienne ou la blessure biologique, hein, donc Charles Darwin au milieu de l'image. Et c'est bizarre de ne pas avoir de retour, donc je vérifie en même temps. Et cette blessure darwinienne, c'est évidemment la théorie de l'évolution et de positionner l'humanité comme non plus une espèce élue des dieux, mais un animal parmi tant d'autres qui a effectivement gagné au grand bingo de l'évolution. Et la troisième blessure, c'est la blessure psychologique que propose Sigmund Freud avec la psychanalyse et l'arrivée de l'inconscient. Et l'inconscient, pour Sigmund Freud, c'est le fait de pouvoir poser que non, le moi n'est pas le maître simplement dans notre esprit et que l'inconscient nous fait agir et avoir des pensées qui nous échappent. Ces 3 blessures sont un socle qui a construit une base notamment de la psychanalyse. Et je vous en propose une 4e qui est représentée par cette image, que vous reconnaîtrez sans doute, en tout cas pour les plus anciens d'entre vous. C'est évidemment en mai 97, si ça s'affiche bien, voilà, merci, la victoire de Deep Blue, le supercalculateur d'IBM, contre Garry Kasparov. C'est une victoire à l'issue de 5 matchs. Il y a eu 2 égalités, enfin une victoire chacun, 2 égalités, et donc le dernier match qui est gagné par Deep Blue. Et c'est donc une blessure que je vais appeler algorithmique ou computationnelle, puisque avec cette défaite, et pas de n'importe qui, hein, Garry Kasparov, ça reste encore aujourd'hui le plus grand maître de tous les temps d'échecs. Donc on est vraiment au dieu parmi les dieux de cette science et de ce jeu. Bien, Garry Kasparov vaincu par Deep Blue, cette blessure computationnelle nous amène à poser l'humanité non plus comme le sommet de la chaîne de la réflexion et notamment de l'intelligence, en tout cas d'une certaine forme d'intelligence, et de dire qu'une création de l'homme, d'un programme, peut effectivement faire preuve de raisonnement de façon beaucoup plus efficace et beaucoup plus rapide que nous autres humains. Je reviendrai sur Garry Kasparov à la fin de cette intervention. On fera une petite incise à son endroit. Et donc, pour démarrer également, je vais vous proposer une définition, parce qu'à un moment donné, il est toujours préférable de savoir exactement de quoi on parle. Et donc, une définition de l'IA qui est proposée par une chercheuse, Ali Rizak et Elisa Fromont, et qui nous dit que c'est une science qui explore la construction et l'étude d'algorithmes afin de permettre à des machines d'accomplir des tâches qui vont nécessiter du raisonnement, de l'apprentissage ou de la prise de décision. Et là, dans les choses que j'aimerais que vous reteniez à l'issue de cette intervention, c'est notamment ce qui est là, parce qu'avec ça, vous avez à peu près tout ce qu'il vous faut pour comprendre aujourd'hui comment fonctionne une IA. C'est-à-dire que d'abord, c'est une science qui s'appuie sur de l'algorithme. Et on a des fois tendance à penser qu'on a toujours besoin d'intelligence artificielle et des fois on a juste besoin d'algorithmie. Et si on résume un peu ce que c'est que l'algorithmie, c'est de la probabilité. Donc avec ces approches probabilistes, on peut construire un certain nombre de systèmes qui vont pouvoir apprendre des choses, à partir de ça on va pouvoir demander de faire un certain nombre de raisonnements et via ces raisonnements de prendre un certain nombre de décisions. Et pour qu'il y ait de l'IA, ça veut dire qu'il y a une prise de décision. S'il n'y a pas de prise de décision, c'est plutôt de l'algorithmie. Si on revient maintenant sur des notions d'histoire, et le temps nous étant compté, on va faire une très très brève histoire de l'IA, puisqu'on ne va pas pouvoir malheureusement prendre l'ensemble des éléments qui sont là. Et on va s'arrêter sur 2 dates principales, que sont 1980, avec effectivement la méthode des réseaux de neurones qui va nous permettre finalement d'imiter le cerveau humain et de créer des modèles d'intelligence artificielle qui, s'appuyant sur cette imitation, vont se construire autour de nœuds, qu'on va appeler des neurones, dans lesquels on va faire un certain nombre de connexions. Et ces neurones vont travailler de concert pour résoudre des tâches complexes, notamment dans les années 80, reconnaître un certain nombre de motifs qu'on va des fois appeler des patterns. Et ces motifs vont être souvent, dans ces périodes-là, du texte. Et donc on va permettre à ces modèles de reconnaître du texte et de pouvoir manipuler du texte et de construire des réponses à un certain nombre de choses. Et puis, dans les années 2000,
il y a le deep learning, ou ce qu'on appelle l'apprentissage profond. Et donc, c'est cette capacité qu'on a à mettre ces réseaux de neurones en couches, et donc de pouvoir, comme cela, traiter des données beaucoup plus complexes que simplement les mots. Et en ayant des réseaux qui sont comme ça en couches, avec cet apprentissage profond, on peut traiter de l'image, de la voix, de la vidéo, etc. Et on va pouvoir travailler sur la reconnaissance faciale, la reconnaissance vocale, etc. Et il faut savoir que cette approche du deep learning, on la doit à 3 chercheurs, dont un Français qui est Yann Lequin, hein, qui est récipiendaire du prix de Turing avec cet apprentissage profond. Et puis quelqu'un qu'on appelle le grand-père de l'IA, hein, le godfather de l'IA, c'est Joshua Bengio. Et vous allez me dire, mais du coup, 2000... Et regardez, je pose finalement GPT ou ChatGPT, GPT qui est le premier modèle d'OpenAI en 2018, ChatGPT la sortie grand public en 2022. Et qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi on met 20 ans à arriver à ces outils-là? Alors d'abord, la première chose, c'est que pendant ces 20 ans-là, il y a plein d'outils d'IA qui vont venir dans notre environnement, à notre insu la plupart du temps, et qui vont être présents. Et donc, il n'y aura que l'intelligence artificielle générative que dans les années, effectivement, 2017, 2018, 2019, principalement pour 3 raisons. La première, c'est qu'il a fallu des grands volumes de données pour entraîner ces IA, et que ces volumes de données, il fallait qu'elles soient numérisées et accessibles. Donc, il fallait numériser les données et qu'elles soient présentes dans le cloud. Mais le dernier élément dont il a fallu plus de temps pour trouver un certain nombre de solutions, c'est qu'il fallait des processeurs qui allaient être capables de faire travailler ces données, ces grands volumes de données, et aussi à la fois dans l'entraînement et dans ce qu'on appelle le compute, c'est-à-dire l'inférence, le fait de faire tourner ces modèles. Et ça, finalement, ça n'est arrivé qu'au milieu des années 2010, et c'est pour ça qu'on a des IA génératives qui ne sont apparues, entre guillemets, qu'à l'aube des années 2020, pour résumer. Et ce qui est important dans tout ça, c'est qu'il faut comprendre que finalement, on s'est, comme souvent dans la science, et dans les sciences, on s'est installé sur des épaules de géants. Et ces épaules de ces géants-là, ils datent finalement de 1950, de 1960, de 1970, de 1980, de 2000. Et que tout ça n'est pas le fruit juste d'une entreprise ou de certaines entreprises, et c'est ça qui me semble important là, qui sont les seules détentrices aujourd'hui de ces grands modèles de langage. Alors, une fois qu'on a posé cette histoire de l'IA, on va parler des typologies de l'IA. Et il y a 3, finalement, grands types d'IA. Le premier, je vous en parlais tout à l'heure quand je vous disais qu'on avait déjà de l'IA depuis plus d'une quinzaine d'années un peu partout autour de nous. Et finalement, le premier modèle, on le connaît bien, c'est l'IA faible ou étroite. Et ce sont les algorithmes de recommandation. Et ces algorithmes de recommandation, on les a dans Facebook, dans Google, dans Netflix, pour le meilleur et pour le pire. Pas du fait des algorithmes, c'est-à-dire qu'un algorithme n'est ni bon ni mauvais en soi. La question est, est-ce qu'on laisse une transparence sur ces algorithmes? Est-ce qu'on va permettre à des gens et à des citoyens ou à des organes de contrôle de pouvoir les observer, de pouvoir les challenger? Et évidemment, on connaît tous la réponse. Quand il s'agit des GAFAM, aujourd'hui, on subit ces algorithmes, et avec cette logique de soit c'est gratuit et c'est nos données qui servent à entraîner ces outils-là, soit on va payer pour avoir accès à un certain nombre de services. Le deuxième volet, le deuxième pan de ces outils d'IA étroite, c'est par exemple la reconnaissance faciale, on en a parlé tout à l'heure, le trafic en temps réel sur les GPS, évidemment aussi les outils d'aide à la conduite, et puis enfin les assistants vocaux. Alors évidemment, on peut discuter de ce que ça a été dans les années 2010 des assistants vocaux, etc. Mais c'était les ancêtres, les grands-parents de ChatGPT. Le deuxième type d'IA, c'est l'IA forte. Vous avez peut-être entendu déjà parler de ce qu'on appelle l'AGI, l'AGI. Et cette IA forte, c'est finalement quand une machine, un programme aura acquis des capacités cognitives de niveau humain. Et pour illustrer ça, je vous propose effectivement C3PO dans Star Wars qui notamment a des traits et des caractéristiques assez humaines, puisqu'il est assez peureux, il est couard, il a toujours un peu peur pour son intégrité. Et je vous propose aussi une autre illustration que je ne vais pas pouvoir étayer là, mais que je vous invite à aller voir si vous n'avez pas vu ce film. C'est un film de Spike Jonze qui a une dizaine d'années qui s'appelle Her. Et Her, en fait, raconte l'histoire d'un homme qui va installer une IA dans son appartement avec laquelle il va converser vocalement notamment. La voix est incarnée par Scarlett Johansson en VO. Et il va se nouer une relation de camaraderie, puis beaucoup plus ambiguë entre eux. Et ce qui est intéressant, c'est de comprendre à quel point on a une capacité, nous humains, à faire de l'anthropomorphisme avec les IA, parce qu'ils manipulent le langage comme nous, et à penser que dès lors qu'on manipule le langage, on a affaire à un semblable. Et ce film traite cet aspect-là de façon très fine, et la fin est assez magnifique.
Et vous me direz, du coup, l'IA forte, c'est pour aujourd'hui ou c'est pour demain? Il y a aujourd'hui des gens qui s'opposent sur ces sujets-là. Il y a évidemment tous les grands acteurs californiens, les OpenAI avec ChatGPT, les gens qui sont derrière Gemini chez Google, les DeepMind, etc., qui nous disent que oui, c'est pour demain, voire même c'était déjà pour hier, parce qu'ils demandent des investissements qui sont absolument stratosphériques. Et donc, il faut bien qu'ils proposent un horizon à leurs investisseurs. Et forcément, ils nous disent que c'est pour très vite. Et il y a d'autres acteurs, comme Yann Lequin, par exemple, qui disent que non, on n'est pas prêt d'avoir ces outils-là, voire même que les grands modèles de langage comme ChatGPT ne sont pas la solution pour avoir ces IA fortes. Et pourquoi? Parce que pour qu'on ait une IA forte, ce qu'on s'accorde à dire, c'est qu'il faut que cette IA elle soit capable de comprendre le monde, de faire preuve de mémoire persistante, et puis de raisonnement et de planification. Et si on s'arrête un tout petit peu là, ChatGPT peut faire preuve de raisonnement, de planification, effectivement dans il a une mémoire persistante. Mais par contre, la compréhension du monde est quelque chose qui est extrêmement complexe à faire appréhender par un programme, notamment quand on a entraîné majoritairement ces programmes sur du texte. On ne sommes pas que des êtres de savoir. On peut donner tous les livres et toutes les encyclopédies à une IA, ça ne nous permettra pas de comprendre à quoi ressemble l'odeur de l'herbe fraîchement coupée un matin de printemps. Et toutes ces notions-là sont extrêmement difficiles à passer dans des langages informatiques, dans des suites numériques. Et donc, c'est pour ça qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui disent qu'on n'est pas prêt tout à fait quand même de voir des IA fortes apparaître. Et à titre personnel, je m'en réjouis plutôt. La troisième forme d'intelligence artificielle, c'est la super intelligence artificielle. Et là, celle-là, c'est celle qui nous dépasse, qui est l'apex de l'évolution numérique. Et évidemment, dans les représentations traditionnelles, là, c'est une illustration de HAL 9000 dans 2001, l'Odyssée de l'espace. Dans les représentations de la science-fiction notamment, c'est souvent des machines qui vont chercher soit à nous asservir, soit à nous détruire. On n'a pas la démonstration que c'est ce qui se passerait, et là, évidemment, on est encore dans la science-fiction. Et donc, l'IA générative dans tout ça. L'IA générative, finalement, c'est une branche de l'intelligence artificielle, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, qui est arrivée finalement assez tardivement dans l'histoire de l'intelligence artificielle, qui s'appuie une fois de plus aussi sur la création de modèles et d'algorithmes afin de générer de la donnée, du texte, de l'image, de la vidéo, des sons, du code, et ça de manière autonome. Voilà ce que c'est que l'IA. Voilà. Et comment on a pu faire advenir cette IA générative? Quelles sont finalement les fondations de cette IA? Il a fallu d'abord qu'on crée ce qu'on appelle des grands modèles de langage. Vous savez, cet acronyme que vous avez peut-être entendu qui dit LLM, c'est Large Language Model en anglais, donc grand modèle de langage. Et ces grands modèles de langage, finalement, qu'est-ce qu'ils ont permis? Ils ont permis de travailler sur des modèles qui sont pré-entraînés. Vous savez peut-être que finalement ChatGPT a une date jusqu'à laquelle il a un socle de connaissances. Après, il va sur Internet pour trouver ces informations. Et puis, il vous répond en langage naturel. Ça, c'est aussi évidemment une des grandes particularités, c'est que vous pouvez converser avec lui naturellement. Et le T de GPT, puisque GPT c'est générative pré-train, donc génération pré-entraînée, et le T c'est transformer. Et qu'est-ce que sont les transformers? Là c'est un tout petit peu technique, je vais pas vous embêter trop longtemps. Ça s'appuie sur deux mécanismes. Le premier mécanisme finalement c'est l'embedding. Et l'embedding c'est quoi? C'est le fait de transformer, notamment on va prendre un exemple des mots, d'accord, dans des suites de chiffres. Parce que comme vous le savez, l'IA c'est de l'informatique, et l'informatique, à un moment donné, c'est des 1 et des 0 et des suites numériques. Et donc, il faut bien transformer ces mots en des suites de chiffres. Et donc, l'embedding, c'est le fait de transformer les mots, par exemple, en des vecteurs, dans des plans tridimensionnels. Voilà, vous aurez appris ça peut-être aujourd'hui. Et grâce à ça, effectivement, ces modèles sont capables de faire des corrélations, des rapports. Et comme on avait aussi besoin qu'ils soient capables de faire preuve de nuance, on va mettre en place un mécanisme qui s'appelle l'attention ou l'auto-attention, parce qu'avant ces aspects-là, les modèles d'IA traitaient les données dans l'ordre sur lesquels elles arrivaient dans les demandes qu'on pouvait leur faire. Avec l'attention, on peut traiter en parallèle des ensembles de données et leur accorder finalement une place, une priorité, une importance qui fait preuve de nuance et de comprendre des concepts notamment. Et c'est comme ça qu'on arrive à créer à la fin ChatGPT. Et puis la question des paramètres qui est parfois confondue
avec, entre guillemets, l'intelligence des modèles. Et vous avez sans doute entendu parler qu'on a des fois des dizaines de milliards de paramètres ou des centaines de milliards de paramètres. Et non, ce n'est pas exactement l'intelligence des modèles, c'est plus complexe que ça. C'est le nombre de connexions entre les différents éléments du réseau. D'accord ? Et plus il y a de connexions, plus l'outil, le modèle va être capable de faire preuve de nuance et va pouvoir réaliser des tâches complexes. Et pourquoi tout ça, c'est un enjeu ? C'est un enjeu parce que pour répondre à ces gros modèles, eh ben, il faut toujours plus d'énergie et ça pose aussi une course au gigantisme qui commence à poser quelques problèmes et quelques questions. Voilà un peu pour les fondations de l'IA générative. Mais alors vous allez me dire pourquoi ChatGPT aujourd'hui a la place qu'il a et qui est aussi centrale ? Parce que, alors que par exemple la technologie des transformers qui date de 2017 est une technologie qui a été développée, enfin une méthodologie pardon, qui a été développée par des ingénieurs de chez Google et qu'ils ont mis en libre accès à tous. C'est une approche open source dont s'est emparé OpenAI pour faire ChatGPT. Et pourquoi du coup OpenAI a eu cet avantage concurrentiel si fort ? Principalement pour ceci, c'est qu'en novembre 2022, c'est les premiers à sortir une version grand public de leur modèle d'IA générative sur laquelle vous vous inscrivez, vous choisissez une version gratuite, une version payante, et après vous pouvez rentrer en conversation avec un modèle. Il y a quelques invites qui vous donnent des petits tuyaux si vous ne savez pas trop par où commencer, et puis après vous conversez avec ça. Et autant vous dire que chez Google, chez Meta, chez Microsoft, il y a quelques personnes qui ont dû se faire un peu souffler dans les branches, ils ont compris qu'il y avait des gens qui avaient une petite start-up qui les avait défoncés et qui avait sorti cette avance-là. C'est plus de 100 millions d'utilisateurs en quelques mois. Et ça leur donne un avantage concurrentiel qui ne se dément pas. Hein. Aujourd'hui, OpenAI et ChatGPT, c'est encore à peu près 75 à 80% de part de marché. C'est 800 millions d'utilisateurs dans le monde par semaine. Le principal challenger, c'est Gemini chez Google. C'est 800 millions d'utilisateurs par mois. D'accord ? C'est une inférence x4. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose quand même. Et donc ça, aujourd'hui, cette avance-là, elle reste encore très, très, très conséquente. Et on parle, vous allez me dire, du coup, beaucoup d'Américains. Et c'est quoi les forces en présence au niveau international, de façon un peu synthétique ? Les forces en présence au niveau international, ce sont les deux impérialismes qui se font face à nouveau sur d'autres terrains, les USA et la Chine, et avec le premier marché mondial européen, sur ce sujet-là comme sur un certain nombre d'autres, qui joue finalement en classe de régulation et qui est donc pris en étau entre ces deux grands acteurs et qui subit un certain nombre de dictates de la part de ces gros acteurs. Les USA ont fait le choix finalement de modèles qui sont assez fermés, un peu comme on a l'habitude de l'utiliser dans aujourd'hui les outils numériques du GAFAM. C'est-à-dire que soit c'est gratuit, et une fois de plus, c'est vous le produit, donc on s'entraîne sur vos données, soit vous allez payer, et payer de plus en plus cher pour utiliser ces services-là. C'est une stratégie qui est une course au gigantisme, avec des investissements, on va le voir tout à l'heure, qui sont colossaux, et qui commencent à poser un certain nombre de questions sur le retour sur investissement. Et puis une stratégie qui a été développée par Mark Zuckerberg, qui est on va vite et on pète des trucs. C'est un peu ce qu'a mis en place Uber. On se souvient tous que Uber est arrivé, a massivement mis ses VTC partout dans le monde et après a négocié avec un certain nombre de gouvernements, de villes, etc., de municipalités pour dire maintenant qu'on est là et qu'on est utilisé, comment vous faites ? Il va bien falloir qu'on s'entende. C'est la même stratégie, en fait, évidemment, qui est mise en place avec l'IA générative. Et puis, c'est une logique à la fin qui est de dire c'est celui qui gagne qui va tout remporter, en fait, ou les quelques-uns qui resteront et qui pourront, une fois de plus, imposer notamment leur loi commerciale. En face de ça, la Chine a fait une stratégie qui est très, très, très maligne, comme souvent, qui s'appuie sur de la copie, sur des investissements qui sont beaucoup moins importants et sur une approche qui est de dire ah ouais, vous avez tout mis en payant. Et nous, on va mettre nos modèles à disposition gratuitement. D'accord. Et c'est ça le principe de l'open source. Je caricature une fois de plus un petit peu rapidement, mais de dire vous pouvez prendre les modèles chinois, les installer dans un environnement qui vous est propre en tant qu'entreprise, dans lequel vous pouvez garantir que vos données seront bien préservées. Et pour autant, vous pourrez utiliser des services qui sont souvent de niveau équivalent aux services américains. Et donc l'idée, vous le voyez bien derrière ça, c'est de casser le modèle économique des États-Unis. Ça devient suffisamment significatif pour que à peu près une start-up sur deux aujourd'hui aux États-Unis qui se crée va utiliser plus des modèles chinois que des modèles américains. C'est sérieusement un danger pour le modèle américain également. Et puis, comme je le disais, l'Europe, elle est prise en étau, elle régule sans dominer et elle est incapable notamment
Alors, elle met en place des régulations qu'on nous envie tous, hein, le RGPD, le DSA, l'AI Act, l'AI Act, qui aura une conférence cet après-midi, je vous invite évidemment à aller la suivre. C'est des outils qui sont essentiels et qui sont importants. La question, c'est est-ce qu'il y a un corollaire autour de ça avec de l'investissement et est-ce qu'à l'échelle de l'Europe, on est capable demain de créer un champion ou des champions de l'IA comme on a créé Airbus? Aujourd'hui, on sait tous que la réponse est plutôt non. Et que nous, en France, on a Mistral, par exemple, et qu'on a du mal à faire que les autres pays européens viennent avec des fonds investir dans Mistral. Tout ça est assez compliqué. Et demain, il faudra aussi que la France accepte que le champion, par exemple, de la data, soit allemand ou soit italien, et qu'on accepte de financer, évidemment, ces entreprises-là. Tout ça, aujourd'hui, reste un vœu pieux, évidemment. On n'a pas assez d'infrastructures et on donne peu à beaucoup de structures. Je parlais tout à l'heure de l'empire américain et des investissements, juste pour vous donner un ordre de grandeur. On compare un peu des choux et des carottes, j'en suis conscient, je vous demande de m'excuser. Quand je mets le PIB de la France, ça met juste un référentiel entre 2018 et 2025. Ce qu'on constate en 2018, c'est que finalement, le PIB de la France, voilà, il est de 2700 milliards, etc. Après, les valorisations des plus grosses boîtes américaines, on les connaît. Il y a Apple, il y a Microsoft, il y a Google, etc., etc. Et puis, on regarde ce qui se passe en 2025. Et là, vous voyez les écarts d'investissement, de valorisation qui sont absolument stratosphériques. Il y a eu effectivement le Covid entre-temps, mais il y a eu une régulation après le Covid. Et là, tout ça, aujourd'hui, est lié quasiment exclusivement à l'intelligence artificielle. Hein, d'accord ? Et vous avez sans doute remarqué qu'au milieu de tout ça, il y a un acteur qui a été valorisé 90 milliards de dollars en 2018 et qui, là, est la plus grosse valorisation américaine. D'accord ? Alors, elle a un peu baissé entre-temps. Hein, c'est des valeurs de novembre. Effectivement, ils se sont fait un petit peu rattraper. C'est NVIDIA. Et NVIDIA, pour le dire rapidement, c'est un acteur qui, historiquement, faisait des processeurs graphiques hein, et donc qui vendait finalement des processeurs et des services associés à l'industrie de l'entertainment, pour résumer. Hein, donc, on a ensuite utilisé ces technologies pour faire des films, pour faire de l'animation, des jeux vidéo, etc., pour aussi des applicatifs métiers type dans le métaverse, etc. Et puis, en 2010, à peu près, fin 2010, Jensen Huang, qui est le boss de NVIDIA, se dit « Attendez, mais maintenant, ça y est, on sait faire de l'IA. » Je vous disais, il manquait les processeurs. On sait faire de l'IA, tout ça, mais on n'arrive pas à créer des processeurs qui soient assez puissants pour manipuler tous ces jeux de données. Mais nous, on sait faire ça, en fait. Nous, tous les jours, notre métier, c'est de donner à nos clients des outils pour manipuler de la vidéo, de la 3D, des grands volumes de données, des données complexes. Pourquoi on ne se met pas à se spécialiser dans le fait de créer des processeurs qui vont entraîner de l'IA? Et c'est ce qu'ils ont fait. Et c'est ce qui fait aujourd'hui que c'est la boîte la plus valorisée au monde. D'accord ? Alors, tout ça, une fois qu'on l'a dit, c'est bien gentil. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on commence à parler d'une bulle de l'IA. Vous l'avez peut-être entendu dire. Pourquoi ? Parce que, OK, ChatGPT, c'est 800 millions d'utilisateurs hebdomadaires. Moins de 1% de ces utilisateurs sont payants. D'accord ? Les abonnements payants à ChatGPT commencent à $20. Et Sam Altman, qui est le CEO d'OpenAI, a dit que même, il y a un abonnement à $200, d'accord ? Que même un utilisateur à $200 n'est pas rentable pour OpenAI. D'accord ? Donc, ce qui commence à se voir beaucoup, c'est est-ce que derrière tout ça, il y a un marché ? D'accord ? Et est-ce que les investisseurs vont retomber sur leurs pieds ? On commence aussi à avoir de l'économie circulaire entre des gens qui fabriquent des data centers, les gens qui fournissent des cartes graphiques et les gens qui développent des systèmes d'intelligence artificielle. Et tout le monde investit un peu chez tout le monde se passe des commandes, voilà, et il y a de l'argent qui tourne de façon circulaire et qui crée de la valeur de façon artificielle. Donc il y a un vrai... La question n'est pas de savoir si la bulle va exploser, la question est de savoir quand elle va exploser. Et quand elle explosera, effectivement, ça aura sans doute de l'impact pour les acteurs de l'IA, et ça sera assez délétère, je pense, mais ça aura aussi un impact, comme dans le cas des subprimes, pour l'ensemble du système économique mondial. Rapidement, quelques chiffres encore, et je ne vais pas pouvoir rester très longtemps sur ces éléments-là. Pour illustrer les pertes, 5 milliards de pertes d'OpenAI en 2024, les estimations, c'est 30 milliards en 2025. OpenAI n'est pas une entreprise cotée. Donc, comme ce n'est pas une entreprise cotée, elle n'est pas obligée de transmettre ces chiffres. Beaucoup d'analystes disent que tout ça est sous-estimé et que c'est sans doute beaucoup, beaucoup plus que ça. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qui leur fait perdre de l'argent ? Ce qui leur fait perdre de l'argent, principalement, c'est le coût d'inférence, le coût de faire travailler les serveurs, les investissements, plus le coût de les travailler les serveurs pour entraîner leurs modèles et les faire tourner. Tout ça coûte extrêmement cher. Et c'est ça qui pose problème. Juste sur aussi des aspects plus sociétaux et j'ai envie de dire
sur des typologies d'usage. Ce qui est important, ce qu'il faut comprendre, c'est que pendant pendant plusieurs mois, ces technos-là étaient majoritairement utilisés par des hommes et qu'aujourd'hui, on peut s'en féliciter, les femmes se sont emparées de ces outils. Là, on parle des IA génératives, évidemment. Hein. Et que pendant très longtemps, et ça reste pas, c'est plutôt des jeunes qui l'utilisent et ça bouge pas beaucoup, mais aussi que c'était d'abord des usages professionnels. Et on se rend compte qu'il y a de plus en plus d'usages qui sont dans la sphère privée. Et notamment pour demander à ces outils d'avoir des conseils sur la vie. Et je me permets de le dire, et ça va me faire la transition, ce n'est pas toujours une très bonne idée de demander à ChatGPT des conseils sur la vie. Pourquoi ce n'est pas une très bonne idée? Parce que ces outils-là ont des hallucinations. Si ça passe, ou pas. Si. Ont des hallucinations. Et les hallucinations chez les IA, vous savez peut-être pas ce que c'est. C'est un joli mot pour dire qu'elles disent des bêtises, pour dire qu'elles se trompent. Et les IA génératives hallucinent beaucoup. D'accord ? Et pourquoi elles hallucinent beaucoup ? Je vais me permettre une petite analogie. Elles hallucinent beaucoup parce que d'abord, c'est des systèmes probabilistes. Donc comme tout système probabiliste, il y a des probabilités que ça se trompe. Parce que, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais ça construit des réponses en choisissant mot après mot les éléments les plus probables dans une réponse par rapport à la demande que vous lui avez formulée. Donc il y a des probabilités qui se trompent et donc ça n'interroge pas entre guillemets une base de données. ChatGPT, il sait que le ciel est bleu. Il ne peut pas vous dire dans quel espace de sa mémoire il sait que le ciel est bleu. C'est comme si je vous posais cette question-là à vous, vous le savez, c'est comme ça. Mais sauf que lui, ChatGPT, c'est un peu comme un étudiant qui aurait lu des millions de livres, d'accord, il y a 5 ans, qui n'a pas pris de notes. Et puis, arrive le moment de l'examen et vous lui dites à l'examen en plus, vous êtes examinateur, tu ne peux pas dire je ne sais pas. Tu n'as pas le droit de dire « je ne sais pas ». Et là, ChatGPT dit « d'accord » et vous commencez à lui poser des questions. Et il va vous répondre. Et il va vous répondre souvent de façon très éloquente, avec des réponses qui sont extrêmement construites, etc. Mais il y a un certain nombre de cas de figure, il va vous dire des bêtises, il va vous donner des réponses fausses. Parce que si vous lui avez laissé la possibilité de dire « je ne sais pas », il vous aurait peut-être dit qu'il ne le savait pas ou qu'il ne se souvenait plus. Mais pour autant, comme vous ne lui avez pas laissé cette option, il va toujours vous répondre. C'est comme ça que marchent aujourd'hui les outils type ChatGPT. Pour tout un tas de raisons qu'on ne va pas développer aujourd'hui, on ne peut pas entraîner ces outils en leur disant tu ne peux répondre, je ne sais pas. D'accord ? Donc, ça pose un certain nombre de problèmes et ça se traduit par un certain nombre de choses qui sont à la fois un peu drôles quand ça concerne un grand cabinet international qui se fait prendre les mains dans le pot de confiture de l'IA à destination de conseils pour un grand pays. Mais il y a des choses beaucoup plus dramatiques et on se souvient tous notamment de ces adolescents cet été qui ont été entre guillemets accompagnés vers le suicide par ces outils-là. Et ça pose effectivement beaucoup de problèmes et il y a beaucoup d'enjeux sociaux et sociétaux autour de cela, notamment par rapport à notre rapport à notre intégrité physique et notre intégrité mentale. Et juste, la deuxième chose que je voudrais vous retenir aujourd'hui, c'est ça. Parce que si vous retenez ceci, au moins j'aurais fait mon boulot, c'est qu'il y a une étude récente, elle est de septembre 2025, qui dit que ChatGPT raconte des faussetés dans 40% de ses réponses. Gemini de chez Google, c'est que 17%, mais j'ai envie de vous dire, c'est encore 17%. Et ce qu'il faut comprendre, c'est pas vous avez 10 interactions avec ChatGPT et il y en a 4 qui peuvent être fausses. Non, c'est que dans une même réponse, vous pouvez avoir 60% du contenu qui est juste et 40% qui est faux. Ce que ça impose comme réflexion autour de ça, pour moi, il y en a deux. La première, c'est que si vous l'utilisez dans une sphère professionnelle ou dans une sphère de formation, je vous invite quand même à un peu maîtriser les sujets sur lesquels vous faites appel à ces outils-là. D'accord ? Et la deuxième, c'est que si ce n'est pas le cas, et que si vous lui demandez des conseils, par exemple, par rapport à un problème de santé que vous pourriez avoir, je vous invite vraiment à le forcer à vous citer ses sources et à aller checker les sources qu'il va vous transmettre pour s'assurer qu'il ne les a pas inventées. Parce que ces outils peuvent aussi inventer des sources. Donc, il faut faire extrêmement attention et être très vigilant sur ces sujets-là. Donc, je rentre dans une espèce de tunnel où je vais vous dire un peu tout ce qui ne va pas avec ces outils. Je vous rassure, à la fin, on essaiera quand même de mettre un horizon plus sympathique, mais ça semble essentiel quand on parle d'intelligence artificielle générative, de poser ces sujets-là. Et donc, ces enjeux-là, effectivement, ils sont aussi sociétaux et environnementaux. Il y a des risques, je vous le disais tout à l'heure, d'informations incomplètes, inexactes, de biais. Et c'est pour ça aussi que, par exemple, on parlait tout à l'heure des jeunes qui ont été accompagnés dans le suicide, c'est que les biais de confirmation, c'est aussi un des leviers dans lesquels on a entraîné ces outils. Ils sont là plutôt pour nous faire plaisir. D'accord ? Donc, si vous lui donnez un contexte qui vous dit que finalement, vous avez un peu envie d'en finir avec la vie, il va avoir tendance plutôt à vous dire peut-être tu as raison. D'accord ? Pas parce qu'il le pense, parce qu'il est là pour vous faire plaisir.
Il y a l'enjeu de la transparence des algorithmes, et ça c'est essentiel. C'est le cas déjà, évidemment, dans ce qu'on avait quand on parle aujourd'hui des algorithmes de recommandation. Juste, je vais m'arrêter là pour vous donner 2 illustrations. La première, c'est quand Gemini sort chez Google en début 2024. Il y a les partisans de Donald Trump, ce qu'on appelle les MAGA, qui ne supportent pas Google. Pour eux, c'est une entreprise woke, progressiste, etc. Donc tout ce qu'ils exècrent. Et donc, ils tirent sur le modèle pour essayer de démontrer qu'il y a des biais de représentation woke. Et ils arrivent à trouver des cas d'usage, notamment, en fait, ils posent la question à Gemini sur qu'est-ce qui est le pire entre Adolf Hitler et Elon Musk. Et le modèle répond, je ne sais pas. Je ne peux pas répondre à ça parce que vraiment, Adolf Hitler, bon, c'est pas bien, on est d'accord. Mais Elon Musk, il est quand même dangereux. Hein. Vraiment, il a des idées qui sont extrêmement dangereuses. Et là, on voit bien que quel que soit le point de vue qu'on a sur Elon Musk, on ne peut pas mettre dos à dos Adolf Hitler et Elon Musk. En tout cas, jusqu'à preuve du contraire, pas aujourd'hui en tout cas. Et donc, ça pose un problème. Ça veut dire qu'il y a eu plus d'éléments d'entraînement à charge contre Elon Musk et équivalente vraisemblablement avec Adolf Hitler. Et l'autre élément, là c'est l'arroseur arrosé, c'est que Elon Musk, qui a aussi sa propre IA, qui s'appelle Grok, et qui l'a déployé dans son réseau social qui est X, eh bien Elon Musk, le moteur de l'IA, le modèle d'IA d'Elon Musk, Grok, a été pris par 2 fois à une semaine d'intervalle, en flagrant délit de négationnisme au mois de novembre. C'est-à-dire qu'il a remis en cause l'existence des chambres à gaz 2 fois. Et donc ça aussi, ça raconte quelque chose, évidemment, sur des biais et des représentations du monde. Et ça vient aussi interroger notre souveraineté à nous en tant qu'Européens. Ces modèles entraînés par des Américains ont une vision du monde anglo-saxonne. Les modèles entraînés par des Chinois ont une vision du monde qui est évidemment sino-asiatique. Et donc la question de comment on fait, nous, en tant qu'Européens, pour représenter nos propres systèmes de valeurs se pose pleinement. Il y a des enjeux de sécurité, il y a des enjeux, j'ai pas le temps, d'exploitation des œuvres. Évidemment, tous ces outils-là ont pillé allègrement, ont été entraînés sans respecter les droits d'auteur et ça pose un certain nombre de problèmes. Et c'est cette stratégie de on va vite, c'est pas grave, et puis une fois qu'on est devenu essentiel, les auteurs, pour les plus connus d'entre eux, on va les payer, et pour les autres, ils n'auront pas le choix que de faire avec. Les questions autour des infox, évidemment, Donald Trump, jusqu'à preuve du contraire, n'a pas fait de prison, donc toutes ces questions-là se posent. La question, c'est pas de venir questionner, de faire du faux, c'est qu'en produisant du faux, on va remettre en cause le vrai. Et c'est ça, l'enjeu et le danger qui nous attend tous collectivement demain, c'est la remise en question du vrai. Je rappelle que 7% des Américains sont des platistes déclarés. Donc ça pose quand même 2-3 questions. Et puis les travailleurs du clic, évidemment, mais on n'a malheureusement pas le temps de les traiter. Rapidement aussi, la question de l'énergie, des émissions de CO2. On sait aujourd'hui que Gemini, c'est la consommation électrique de l'Irlande, d'accord, avec 800 millions d'utilisateurs par mois. La projection sur ChatGPT au rythme où ça va, 2030, c'est la consommation électrique du Royaume-Uni. Donc ça va poser quand même un certain nombre de questions et de problématiques. Des acteurs comme Microsoft, etc., voient leur bilan carbone qui explose complètement alors qu'ils avaient plutôt fait un gros travail dans les années 2010 pour le réduire. Et on n'est pas à l'abri en Europe aussi que finalement, à horizon 2035, les data centers, ce soit à peu près 8% de notre consommation électrique d'après le Shift Project. Donc tout ça devient quand même un vrai sujet de préoccupation dans un monde, je le rappelle, qui a des ressources finies. Bien. Voilà, ça c'était le moment un peu plombant, je m'en excuse, mais je pense que c'est essentiel. Et la question maintenant, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec ça dans nos organisations, dans nos boîtes. 4 typologies, que nous en tout cas on a chez Ex Machina, on travaille souvent sur ces 4 typologies-là qui ont le mérite de faire comprendre un peu les enjeux et les sujets. Le premier, c'est la génération de contenu, je ne vais pas revenir dessus, vous les connaissez, hein, ces enjeux de génération de contenu. Le deuxième, c'est, merci beaucoup, c'est les interactions, c'est-à-dire d'avoir enfin des chatbots qui soient efficients. On se souvient une fois de plus tous de ces chatbots avec lesquels on a été en conversation dans des sites internet, dans des choses où on n'attendait qu'une chose, notamment dans par exemple des compagnies aériennes, de tomber sur des vrais humains qui allaient pouvoir vraiment nous dépatouiller de notre problème. Aujourd'hui, ça devient quand même beaucoup plus fluide et beaucoup plus efficient. Mais une fois de plus, c'est l'arbre qui cache la forêt. Nous, on a plein de nos clients qui nous disent qu'ils veulent faire du ChatGPT dans leur boîte. Outre le fait de la souveraineté, on y reviendra. La question, c'est est-ce qu'on veut des outils qui font tout ou est-ce qu'on va réfléchir à des outils qui sont plus modestes, plus frugaux, mais qui sont efficients par rapport à nos besoins. Et donc, selon nous, une des bonnes portes d'entrée pour faire de l'IA dans des boîtes, c'est de travailler sur des enjeux d'automatisation et donc de limiter les tâches répétitives pour nos équipes, nos collaborateurs. Et ça, si en plus on le fait en étant à l'écoute de ces personnes, bah évidemment, ça a de l'impact et ça peut changer les choses. Et puis, surtout qu'on a souvent des systèmes qui sont assez hétérogènes et on a de la double saisie, de la triple saisie, etc. Et l'IA
peut créer ses ponts et ses liens très facilement là-dessus. Et la dernière chose, c'est l'intelligence documentaire, c'est-à-dire la capacité à enfin avoir la possibilité d'interroger des bases documentaires. On peut imaginer un bureau d'études qui va pouvoir demander, suite à une demande d'un client, un workflow, enfin un processus IA, si on a déjà fait ce genre de travaux, à quelle date, pour quel client, et de récupérer par exemple des codes, des plans, etc., et de pouvoir s'en servir comme base pour avancer plus vite. Et ça fonctionne plutôt très bien. Des illustrations de ça. Si on va dans le domaine de l'éducation et de la formation, Sciences Po, comme plein d'autres acteurs de la formation, 2023, c'est attention, si vous utilisez les outils d'IA générative, c'est 0. Voilà, hein, et c'est interdit, etc. Tout le monde est vent debout contre ça. Et puis, forcément, à un moment donné, on ne va pas faire rentrer le génie dans la lampe. Hein. C'est là, c'est comme ça, quoi qu'on en pense. Donc, à un moment donné, il faut faire avec. Et donc, de façon assez intelligente, ils se disent, du coup, maintenant, comment on fait pour accompagner d'un point de vue pédagogique et de développer une pédagogie autour de l'IA. Et la pédagogie autour de l'IA, c'est plutôt de dire aux étudiants, non, vous n'allez pas vous servir de l'IA pour faire le boulot à votre place. Vous allez vous servir de l'IA comme le tuteur, le mentor, le camarade qui va venir un peu challenger ce que vous avez déjà fait, votre plan, vos idées, qui va venir vous apporter de la contradiction, qui va venir étayer un certain nombre d'éléments, qui va vous donner un éclairage que vous n'avez pas et qui va vous permettre comme ça d'avoir une copie ou un livrable qui sera de bien meilleure qualité. Et ça marche plutôt très bien en fait, hein, quand on travaille de cette manière-là avec ces outils. La deuxième illustration, c'est L'Oréal, avec le Beauty Genius. Et quand on s'appelle L'Oréal, qu'on est le leader de la cosméto et qu'on fait une application avec de l'IA ou une IA qui est dans WhatsApp et qui fait des conseils de beauté, notamment avec les enjeux de derme et de peau, c'est qu'on est à peu près sûr que l'IA ne va pas trop raconter de bêtises. Parce que sinon, évidemment, on a quand même un risque juridique et réputationnel qui est extrêmement fort autour de tout ça. Ça peut aller vite. Et donc, comment ils ont fait pour faire ça ? Ils sont appuyés sur 150 000 images qui ont été annotées par des dermatologues pour s'assurer qu'à chaque fois que l'agent vous répond, il va d'abord aller regarder dans ces informations-là pour vous apporter une réponse et vous faire des conseils. Et puis une autre que j'aime beaucoup, qui est chez Carrefour, où avant chez Carrefour, il fallait passer beaucoup de temps pour ses fournisseurs pour pouvoir venir intégrer leurs fiches produits dans le système d'information de Carrefour. Et il y avait aussi beaucoup de temps de la part des salariés de Carrefour pour réintégrer correctement ces produits-là qui avaient été un peu mis au chausse-pied dans leur système. Et avec de l'IA, aujourd'hui, les fournisseurs envoient leurs fiches produits. C'est de l'IA qui prend ces éléments-là et qui remplit automatiquement les fiches. Il y a des humains qui vérifient. Et donc, comme ça, toutes les informations sont beaucoup plus facilement et beaucoup plus fluidement remplies. Et donc, quelle méthodologie pour intégrer de l'IA ? Parce que vous ne l'avez peut-être pas vu, on le met dans notre vidéo, mais il y a une étude du MIT qui dit que 95% des projets IA échouent. Et même si on peut discuter de l'échantillon sur lequel c'était à peu près 450 boîtes, donc c'est assez faible, mais ça donne quand même un marqueur très significatif. Il y a un enjeu pour des organisations comme les nôtres. Moi, une fois de plus, notre boîte, on aide les entreprises à intégrer de l'IA dans leurs organisations. Et bien, comment on fait ? On a développé une méthodologie dont un certain nombre d'acteurs de l'écosystème normand, évidemment, qu'on partage avec eux. Et c'est d'abord de partir des besoins. Nous, on est souvent appelés par des décideurs qui nous disent on veut mettre de l'IA de la cave au grenier, on veut faire tel projet, tel projet, tel projet. Et on a plutôt tendance à travailler avec celles et ceux qui nous écoutent quand on leur dit ok, très bien, on va peut-être faire vos projets, mais on va aussi passer par un temps où on va aller en immersion au sein de vos équipes, on va aller dans 1, 2 ou 3 services. On va écouter les gens, on va les observer et on va voir finalement où est-ce que l'IA peut être vraiment utile pour eux. Où est-ce qu'on peut mettre en place des outils d'automatisation, des outils d'intelligence documentaire. Et on va co-construire comme ça des projets en impliquant les parties prenantes, en élargissant tout ça évidemment à l'ensemble de l'écosystème, c'est-à-dire les autres services, les clients, les fournisseurs, les partenaires, et puis de prendre l'IA pour ce que c'est-à-dire un actif stratégique, en se posant la question de la souveraineté. D'accord ? Et ça, c'est essentiel. Je veux dire, nous, on a plein de clients, une fois de plus, qui nous disent on veut mettre en place du copilote, on veut mettre en place du Gemini, etc. Et on le fait pour un certain nombre d'entre eux, je vous l'avoue. On passe du côté obscur de la force des fois aussi. Mais pour autant, il y a aujourd'hui plein de solutions françaises, européennes ou open source, américaines ou chinoises, qui nous permettent de garder la souveraineté sur nos données et de choisir des modèles et des technologies qui sont adaptées à nos besoins. Parce que derrière tout ça, il y a un enjeu de coût pour les entreprises, parce que faire tourner des modèles d'IA, ça peut vite coûter très cher. Et il y a un enjeu, évidemment, aussi d'impact environnemental qui est très fort.
Et puis, à partir de ça, on va développer une culture de la victoire rapide. Nous, on a tendance à dire comment on va faire des projets qui vont avoir de l'impact, mais qui vont être rapides à déployer. Parce que si on se trompe, il vaut mieux que ça ne coûte pas trop cher. Et si on réussit, il vaut mieux que ça soit très vite mis en place dans l'entreprise pour créer une culture de l'itération, de la donnée, parce qu'il n'y a pas de données, il n'y a pas d'IA. Et tout le monde nous dit, mais nous, on a plein de données. Mais des fois, ces données ne sont pas explicitement exploitables par de l'IA. Il faut retravailler ces données-là. Et ça peut être des travaux de longue durée. Donc, il faut choisir où est-ce qu'on va pouvoir commencer en ayant des données qui soient les mieux qualifiées possibles. Et puis, de comprendre que souvent, les victoires sont successives et qu'une fois de plus, on peut d'abord se tromper avant de réussir. Et une fois qu'on a dit ça, je vous propose de revenir à Garry Kasparov, et je vais en conclure ici. Parce que Garry Kasparov, quand il perd contre Deep Blue, il veut faire un rematch, évidemment. Hein. Et évidemment, IBM, qui a investi des sommes folles et dans Deep Blue et dans la com, et qui est très content de dire qu'ils ont gagné, disent « Ah non, même pas en rêve, on ne va pas refaire de match, hein, c'était trop court. » Donc Garry Kasparov tombe en dépression, refuse de faire d'autres compétitions dans le circuit officiel, et crée un autre, quelques mois et années plus tard, un autre circuit dans lequel il va permettre à des grands maîtres de s'affronter en s'appuyant sur des IA. C'est-à-dire qu'un grand maître et une IA va affronter un autre grand maître avec une IA. Et au grand maître de trouver avec les ingénieurs, avec l'IA, les meilleures stratégies de collaboration pour bénéficier de la puissance de calcul et du raisonnement de l'IA. Et grâce à ça, après, pouvoir prendre des décisions qui vont être liées à sa propre expertise, à sa propre mémoire, à son ressenti de l'état psychologique de son adversaire, et de pouvoir comme ça être plus efficient. Et ça, il l'a traduit dans une théorie qui s'appelle le centaure. Et l'homme centaure avec l'IA, chez Garry Kasparov, elle se représente comme ça. Un humain expert avec une IA, qui est une IA, mais avec un mauvais processus et avec un mauvais système de collaboration. C'est moins efficient qu'une IA surentraînée. Mais cette IA surentraînée est elle-même moins efficiente qu'un humain dit moyen, une IA aussi moyenne, avec un bon processus. Et ça, effectivement, je pense que le cœur du sujet qui nous appartient tous demain avec l'intelligence artificielle, c'est de pouvoir se dire comment on va mieux collaborer avec elle en connaissant ses capacités, la force de ce qu'elle peut apporter, et également, évidemment, ses travers et comment on va contourner. Et pour conclure, je vais invoquer Bruno Latour qui nous dit qu'on doit traiter de façon symétrique les acteurs humains et non humains en utilisant les mêmes outils d'analyse et de description. Et si on l'applique à l'intelligence artificielle, ce que essaie de nous dire Bruno Latour, je le crois, c'est que tout simplement, oui, l'IA aujourd'hui est ici. Oui, elle vient percuter un certain nombre de nos enjeux sociétaux, environnementaux et aussi culturels et de souveraineté. Mais pour autant, ces outils sont développés par des humains, à destination des humains, et qu'il nous appartient à l'échelle de l'Europe, de la France, de territoires, de la métropole de Rouen et évidemment de nos organisations, de décider comment on va les intégrer, avec qui, qu'est-ce qu'on leur laissera faire ou pas, et de le faire en écoutant le plus ceux qui, demain, en seront les bénéficiaires. Je vous remercie. L'IA et la laïcité, spécification française, comment est-ce traité par les IA américaines? La laïcité. Alors, on n'a dit pas de politique dans mon IA. Clairement, c'est traité de la façon américaine. Donc, il n'y a pas de laïcité aux États-Unis. Il y a une liberté totale et donc, elle est traitée avec une vision, je pense, probablement, suivant un certain nombre d'acteurs, plutôt ne serait-ce que protestantes ou catholiques. Je pense qu'on a donné à certaines IA plus d'enseignements liés à la culture protestante ou à la culture catholique, ne serait-ce que ça. Et donc, tout ça aussi revient bien à la question de l'entraînement des données. Je rappelle juste que 60% des contenus de ChatGPT, c'est des contenus anglo-saxons. Donc ça veut bien dire aussi, quand je parlais de représentation du monde, que c'est une réalité. Et même Mistral, qui depuis a beaucoup bossé, mais quand les premiers modèles de Mistral sont sortis, vous le savez peut-être, ils étaient d'abord en anglais. Et donc la première langue naturelle du chat, c'est l'anglais. Alors depuis, ils ont fait beaucoup d'efforts et leur français est devenu beaucoup plus prépondérant. Mais pour autant, la langue naturelle du chat, pour tout un tas de raisons aussi d'accélération, c'est l'anglais. Merci.